Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à une nouvelle édition d'Autour du monde, dossier Proche-Orient, où on va passer en revue les derniers développements dans notre région. On commence avec la situation en Irak. Des forces paramilitaires irakiennes ont annoncé hier être entrées dans l'aéroport de Tal Afar à l'ouest de Mossoul pour y combattre les dernières poches des terroristes du groupe Daesh. L'aéroport est situé au sud de la ville de Tal Afar, objectif d'une opération visant à couper les liens entre les terroristes à Mossoul et le territoire qu'ils contrôlent plus à l'ouest. Visant à chasser les poches de l'organisation terroriste Daesh cachée à l'intérieur de l'aéroport de Tal Afar à l'ouest de Mossoul est actuellement en cours, a déclaré le porte-parole de Hashd al-Shaabi. Les unités du Hashd al-Shaabi Mobilisation Populaire, coalition pro-gouvernementale dominée par des milices chiites soutenues par l'Iran, ont lancé fin octobre une opération pour reprendre à Daesh la ville de Tal Afar dans le cadre de la vaste offensive des forces irakiennes sur Mossoul. Elles ont depuis repris plusieurs villages au groupe terroriste. L'aéroport sera une base de lancement pour les forces du Hashd al-Shaabi pour... Apparemment, il y a un problème technique. On va essayer de le réparer. Alors, on va parler d'un autre sujet. C'est concernant un sommet qui rassemble beaucoup de dirigeants du monde. C'est un sommet qui se tient actuellement au Maroc concernant le climat. Le secrétaire d'État américain John Kerry a affiché hier à la COP22 à Marrakech sa foi dans la transition vers les énergies renouvelables et mise sur l'économie pour faire revenir le président élu Donald Trump sur ses positions climato-sceptiques. Alors il y a des déclarations, plein de déclarations de la part du président élu Donald Trump concernant le climat, concernant bien sûr l'économie, concernant la politique, mais surtout le climat. Et c'est la raison pour laquelle ça a incité le secrétaire d'État américain à parler de ce sujet et d'expliquer de quoi il s'agit exactement. Regardons ce reportage qui parle de cette question. Le monde entier se dirige vers un avenir avec des énergies propres et je vois cette transformation se faire dans mon pays, a lancé John Kerry, ardent défenseur de la lutte contre le réchauffement lors d'un long discours en forme de testament. Les énergies renouvelables étant de plus en plus compétitives, ce sont les marchés, selon lui, qui vont orienter les choix énergétiques et climatiques des pays, à commencer par les États-Unis, où Donald Trump vient d'être élu président. Depuis mardi, les dirigeants de quelques 180 pays défilent à la tribune de la COP22 pour dire leur volonté et l'urgence de mettre en œuvre l'accord de Paris, entré en vigueur le 4 novembre. Certains ont exprimé leur inquiétude de voir l'action mondiale freinée par les États-Unis qui tourneraient le dos à ce pacte après avoir largement contribué à son apparition. Les engagements actuels ne pourraient empêcher une hausse de plus de 3 degrés centigrades par rapport à l'ère pré-industrielle, un seuil synonyme d'un emballement des dérèglements climatiques, sécheresse, inondations, niveau des océans. Mais l'accord de Paris... Voilà, notre sujet sera axé sur l'élection de Donald Trump en tant que 45e président des États-Unis, la plus grande puissance au monde, les impacts, les influences, les réactions de la part du monde, des inquiétudes d'optimisme et de pessimisme de la part de beaucoup de dirigeants ou bien de beaucoup d'organisations dans le monde, suivi ou bien accompagné de quelques manifestations de part et d'autre
aux États-Unis. Des déclarations qui ont suscité beaucoup de polémiques et même parfois des déclarations choquantes de la part du président élu Donald Trump. On va parler de ces impacts ou bien de ces réactions avec notre invité au bout du fil, Dr Lula Zalama. Vous êtes professeur d'économie internationale. Bonjour. Bonjour, Dr Lula. Allô? Vous m'entendez là? Allô? Oui, docteur. Allô? Oui, est-ce que vous m'entendez? Allô? Vous êtes en direct, est-ce que vous m'entendez? Apparemment, il y a un problème. Allô? Vous m'entendez, docteur? Oui, je vous entends. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes en direct. Et oui. On parle là de l'élection de Donald Trump avec des polémiques de part et d'autre, avec d'optimisme et pessimisme parfois, après ces déclarations très controversées et choquantes parfois. Alors, comment vous voyez cette surprise et inquiétude après la victoire de Donald Trump? Bonjour. Je ne crois pas que c'est une surprise de toute façon, mais je trouve que Donald Trump change d'idée très facilement et très vite. Il est très spontané. Je crois qu'il n'étudie pas beaucoup ses messages, qu'il n'est pas tout à fait focus sur ses messages, et il change. Il est controversial parfois, il est pour quelques autres fois. Je trouve qu'il n'est pas du tout consistent. Mais il a besoin de beaucoup de media training, à mon avis. En tout cas, moi je suis très optimiste avec Trump parce que tout d'abord, il est très net et clair. C'est-à-dire qu'il hasn't got a hidden agenda. Il n'a pas d'agenda qui n'est pas clair. Il est tout à fait clair, il dit ce qu'il pense. Et puis c'est comme un businessman, il va faire beaucoup pour l'économie des États-Unis. Ce que je trouve, voilà, c'est ce que je trouve que ça c'est ses atouts. D'autre part, il n'a pas évidemment, le pauvre, il n'a pas comment on dit, the capacity of communication, pas du tout. Il n'a pas la capacité de bien communiquer. Il ne sait pas comment définir ses messages. Il ne peut pas être consistant avec ses messages. Et il a besoin un peu de training dans ce domaine. Mais moi, je suis optimiste parce que je trouve que d'abord, il est un homme de businessman, alors il va faire beaucoup pour l'économie des États-Unis. Et deuxièmement, parce qu'il est clair et net. Ouais. Clair et net, vous avez répété cette phrase, qu'il est clair. Là, il a fait des déclarations, par exemple, comme quoi il ne va pas garder tous les migrants ou les sans-papiers sur les États-Unis, ce qui va causer des problèmes pour ces émigrés. Oui, sûrement. Je ne dis pas que ses messages ou bien sa politique est bonne ou mauvaise. Je dis qu'il est clair dans ses messages. C'est-à-dire qu'il ne change pas, qu'il est tout à fait... il a des messages précis et il donne ses messages précis. Si c'est bon ou c'est mauvais pour les États-Unis, c'est une autre chose. Moi, je parle de son état pour la communication. Et moi, je trouve que comme un businessman, je sais que je ne suis pas du tout d'accord avec beaucoup de policies. Mais franchement, je vous dis une chose que moi je pense personnellement, que ce soit Trump, que ce soit Hillary, que ce soit Bush, qui que ce soit, la police des États-Unis, it's an institution. C'est une institution et la police est tout à fait la même chose envers le Moyen-Orient, envers Israël, envers l'immigration. La police ne change pas beaucoup. Les personnes changent, mais la police reste quand même. Voilà, mais docteur, il y a une certaine différence entre la politique des républicains et des démocrates. Normalement, les démocrates tendent vers des rapprochements avec les peuples, comme ce qui s'est passé avec Cuba, par exemple, ou bien l'Iran. Pourtant, on trouve que les républicains, ils sont pour l'élargissement ou bien les guerres en général. Et Donald Trump fait partie de ce deuxième cas. Oui, c'est tout à fait vrai, parce que ça c'est la politique des démocrates et ça c'est la politique des Republicans. Alors ça c'est la politique des États-Unis qui est divisée entre les démocrates et les Republicans. Alors ce que je dis c'est que si ça soit Trump ou Hillary ou Bush ou Obama, qui que ce soit, la politique des Republicans est la même, la politique des démocrates est la même, et la politique des États-Unis est la même. Elle ne change pas. C'est une institution
qui a ses agendas précis, elle a un agenda qui suit l'agenda du pays, que ce soit des Republicans ou des démocrates, en ce qui concerne le external policy, l'international policy. Mais en ce qui concerne les États-Unis, évidemment, il y a beaucoup de différences entre les deux. Mais en ce qui concerne l'international policy, moi, je trouve qu'ils sont les deux pareils. Oui, c'est pareil comme l'avis quand même de beaucoup de politiciens autour du monde. Par contre, j'aimerais bien vous demander sur votre avis sur l'impact de cette politique qui ne va pas changer, comme vous venez de dire, sur le Proche-Orient. Comme il y a des déclarations de la part de Donald Trump qu'il va vraiment anéantir le terrorisme, ou bien les terroristes, soit en Libye, en Syrie. Il a dit quand même qu'il est pro Bachar al-Assad, par exemple. Ce n'est pas comme Obama, quand même. Alors comment vous trouvez, qu'est-ce que notre région attend sous le règne de Donald Trump? Sous ce que j'attends et j'espère que je n'ai pas tort, qu'il va avoir la paix au Moyen-Orient. Parce que c'est un homme qui comprend qu'est-ce que c'est pour l'économie des pays. C'est pas un homme qui pense uniquement political. Il pense pour l'économie et il pense pour les biens des pays. C'est pour ça que moi je suis optimiste qu'il va résoudre quelques problèmes, pas tous les problèmes. Il va être dans l'état de résoudre les problèmes parce qu'il va mettre en priorité l'économie, pas la politique. Très bien. Je profite de votre présence en tant que vous êtes professeur d'économie internationale. Comment vous voyez l'état ou bien la situation économique en Égypte? Économique. Oui. Malheureusement, je ne vois pas que c'est enfin, on essaye on est dans le bon chemin, c'est-à-dire we are on the right track. Mais vraiment, on a beaucoup de problèmes. Le premier problème qu'on a en Égypte, c'est le tourisme qui a beaucoup baissé. On a beaucoup baissé du tourisme. Et ça, c'est notre revenu, un des plus importants après le Suez Canal. Alors, on a perdu pas mal de tourisme et on a perdu de l'investissement. Alors, le pays est dans un état qui est vraiment difficile. C'est difficile. Mais je trouve une chose, je suis toujours optimiste. Les Égyptiens est un pays qui les Égyptiens sont très, je ne sais pas quel est le mot en français, mais en anglais, ils sont resilient. Ils sont forts, ils sont résilient. Et on a eu beaucoup de coups. On a eu beaucoup de tout sur notre tête à n'en plus finir. Et toujours, on se lève de nouveau avec l'esprit optimiste. Mais ce qui manque, c'est qu'il faut que les gens travaillent. Il faut qu'ils travaillent, qu'ils dépendent toujours, on a été toujours gâté que le gouvernement est subsidizing everybody. Tout le monde est subsidized. Maintenant, il n'y a plus de subsidy. Alors maintenant, il faut travailler beaucoup. Et il y a beaucoup de possibilités en Égypte. Si on a la paix, si on n'a pas le terrorisme, si on a les portes ouvertes pour les investissements et le tourisme, ça va aller. Mais ce qui manque, et je vous dis ça honnêtement, ce qui manque, c'est la communication internationale. C'est le manque que le pays doit avoir une campagne très précise et comment on dit, believable, c'est-à-dire on ne va pas chanter que la vie est en rose, non, on va dire problem, solution and result. On va parler de la solution et on va parler de ce que l'Égypte a comme atout pour l'investissement, pour le tourisme, pour health, même pour le tourisme pour la santé. On a les helwan, on a les réseaux, on a beaucoup de choses à donner. Il faut une campagne de communication qui est basée sur les facts, pas qui donne la vie en rose, qui donne ce que l'Égypte offre avec honnêteté. L'Égypte a entrepris quand même des mesures économiques peut-être très difficiles pour le peuple égyptien avec la dévaluation de la livre égyptienne, etc., etc. Mais là, pour attirer plus d'investissements, il faut des lois d'investissement plus transparentes. Exact. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, docteur? Il faut réviser la loi de l'investissement, Qanoun l'Istismar. Il faut réviser ce Qanoun. Il faut le faire nettement comme réviser, le voir de nouveau avec les avocats, avec les gens qui en sont experts dans l'investissement. Et on en a beaucoup, machallah, des gens qui sont experts dans l'économie. Et alors, on va faire comme un white paper et diffuser ce white paper, aller dire problem, solution and result, qui est la base de tout marketing, que ce soit un pays, que ce soit un produit.
Alors il faut dire, voilà, nous avons, etc., nous avons des problèmes économiques, etc., et nous sommes dans des mesures de résoudre ces problèmes. La première phase, les premières 5 années, on va faire ça. Le deuxième 10 ans, on va faire ça. Un programme précis et qui donne de l'espoir, premièrement, au peuple égyptien. Oui. Ce qui est terrible, moi je ne parle pas seulement de l'image de l'Égypte à l'extérieur. Ce qui manque, c'est la foi ou bien la believability. Que les Égyptiens, le peuple égyptien ait confiance en le gouvernement et il soutient le gouvernement dans un task assez difficile à faire. C'est un fardeau assez lourd. Alors, il faut beaucoup de communication entre le gouvernement et le peuple. Moi, je retourne de nouveau à dire ce mot de communication. Il faut que le gouvernement communique très nettement, très honnêtement le problème, la solution et l'indrésance. Exactement. Et pour vous répondre, alors le peuple communique ou bien résiste, puisque jusqu'à maintenant, le peuple accepte ce qui se passe, même s'il y a des mesures draconiennes pour ou bien drastiques pour le peuple. Là, la zone du canal de Suez, comment vous voyez l'avenir de cette zone? Je vois que ça, c'est l'avenir de notre pays. C'est grâce à Dieu que nous avons le Suez Canal. Et alhamdoulilah, au sol, avec Dr Ahmed Darwish, vraiment, ça va donner de nouveaux postes d'emploi pour les gens de toute la région du canal de Suez, que ce soit Ismaïlia, Port Saïd ou Suez. Et ça, c'est vraiment... C'est une bénédiction de Dieu, alhamdoulilah, que nous avons le canal de Suez, mais c'est beaucoup de travail et c'est long terme. C'est pas demain que la vague de la vie va être en rose. Non, c'est pas demain, c'est en long terme. Mais moi, ce que je trouve, et je ne sais pas si je me répète, mais il faut communiquer aux gens qu'est-ce que c'est. Parce que les gens souffrent beaucoup. Vous savez que les gens sont dans des états... Ils sont... les pays, les produits, les prix ont beaucoup haussé. Le dollar a beaucoup haussé. Tout a haussé. Même le gargir a haussé ce prix. Et vous voyez à la femme qui vend des gargir, elle dit parce que le dollar a sauté. Alors, c'est vrai. Alors, tout a sauté à cause du dollar. Il faut expliquer aux gens, voilà, nous passons dans un pays, dans une étape qui est assez difficile. C'est comme si, quelqu'un est malade, qui est malade. Et le médecin vient, il dit, voilà, vous avez cette maladie, vous avez, c'est pas là le traitement, et à la fin, vous allez guérir dans 2 semaines, dans 10 semaines, dans 3 ans. Voilà. C'est la transparence. La transparence et la communication. La transparence en communication. Très bien, mais enfin, vous êtes optimiste quand même. Hey, taban. Je suis optimiste depuis que je suis né. C'est très bien. Depuis 1962, quand on a eu toutes les difficultés du monde sur nos têtes, j'étais optimiste. Ça nous fait plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Docteur Lula Zeghlam, je rappelle que vous êtes professeur d'économie internationale. Docteur Lula a parlé de l'élection de Donald Trump aux États-Unis et son impact soit à l'intérieur aux États-Unis ou bien sur le monde entier, puisque c'est la grande puissance au monde quand même qui contrôle quand même une grande partie de la politique et de l'économie mondiale concernant la région. Elle est optimiste quand même de l'élection de Donald Trump, mais en même temps, la politique américaine est basée sur des décisions ou bien des études de la part des institutions qui sont là, soit avec Trump, soit avec Obama. Ce sera les mêmes politiques américaines pour l'intérêt des États-Unis dans les différents domaines. Sinon, Dr Lula a parlé quand même de la situation économique en Égypte. Elle a bien éclairci que c'est une situation difficile actuellement, mais qu'on est sur le bon chemin, la bonne route, mais elle demande quand même plus de transparence de la part du gouvernement au peuple qui souffre, mais en même temps qui attend, qui a de l'espoir en ces mesures d'austérité, ou bien, on ne peut pas dire d'austérité quand même, mais ces mesures économiques difficiles qui ont été imposées au peuple égyptien, surtout avec la dévaluation de la livre égyptienne il y a presque 2 semaines. Je vous remercie, très bonne fin d'après-midi, au revoir.